Bonsoir à tous, bienvenue. Il est exactement 20h à Libreville. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Proposer des mécanismes pour booster la performance de ces zones économiques spéciales et peser dans le commerce mondial, c'était le but du premier forum des organes de gestion administrative des zones économiques d'Afrique organisé à Libreville. Et puis la prorogation de la validité de la carte nationale d'identité expirée en 2023 est diversement interprétée par les populations gabonaises. Vous aurez leurs différents avis dans ce journal. Économie en ouverture de cette édition d'information. 2 jours ont suffi aux organes de gestion administrative des zones économiques d'Afrique pour faire le diagnostic sur les obstacles pouvant entraver le fonctionnement de ces zones, comment les rendre plus dynamiques et efficaces. Et c'était les principaux enjeux de cette rencontre. Maya Meza était sur le lieu et nous fait le point dans son reportage. Les travaux du premier forum des organes de gestion administrative des zones économiques d'Afrique, FOGASEA, ont démarré le 2 février 2023 au Jardin botanique de Libreville. Sous le thème « Cohésion et association des organes de gestion administrative des zones économiques d'Afrique » au service de la performance économique du continent. Par ailleurs, l'expérience gabonaise en matière de zones économiques spéciales pourrait constituer la base de travail de nos assises, en ce qu'elle nous fournit un modèle de gouvernance de gestion des aides. En cela, la rencontre de Libreville devait apporter des solutions à leur fonctionnement optimal. Selon le ministre du Développement industriel, Blaise Louembe, représentant le Premier ministre gabonais, les pays du continent ont investi énormément de ressources dans la mise en place des zones économiques spéciales et ne pourraient envisager leur fonctionnement en l'absence des autorités administratives performantes et efficaces. Je vous invite vivement à avoir des échanges fructueux afin de dégager des mécanismes durables et ambitieux du rôle des autorités administratives dans les zones économiques. Pour le ministre de la Promotion des Investissements, Hugues Badinga Madia, le destin des zones économiques spéciales africaines est conditionné par un certain nombre de facteurs qui peuvent en déterminer le succès ou l'échec. Il en a ainsi des capacités institutionnelles dont les limites peuvent entamer l'harmonisation stratégique. À travers le développement de ces zones, les gouvernements souhaitent avant tout attirer plus d'investissements directs étrangers, améliorer les taux d'exportation et favoriser la création d'emplois. Les avantages économiques escomptés vont de la modernisation des bases industrielles locales au rôle de catalyseur de l'innovation en passant par les retombées technologiques. Au Gabon, faut-il le rappeler, c'est grâce à la haute vision stratégique et avant-gardiste de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que la première zone économique a été créée il y a une dizaine d'années. Ces assises qui s'achèvent le 3 février 2023 devront se solder par la signature d'un protocole d'accord audacieux créant des confluences entre les structures. Les partis politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, s'activent pour aborder sereinement la concertation politique dont la date est fixée au 13 février prochain. Plus de détails dans cet élément signé Alexandre Bamundo. Fidèle à son engagement de promouvoir la paix et l'état de droit démocratique, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a informé le Conseil des ministres de sa décision de convier la classe politique à une concertation à compter du 13 février prochain. Cette rencontre devra permettre d'établir les conditions de l'organisation de consultations électorales apaisées. Lors du dernier Conseil des ministres, la date de la concertation politique a été rendue officielle. Cette décision du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a été saluée par la majorité présidentielle. Nous remercions le chef de l'État qui, comme on dit, gouverner c'est prévoir. Il l'avait annoncé lors de son discours du 31 décembre, lors de son adresse à la nation. Et bien sûr, il a joint à la parole l'acte. Aujourd'hui, nous sommes tous au courant, après le Conseil de ministres d'hier, que la date de la concertation se déroulera le 13. L'optique de jouer un rôle prépondérant
À ces assises, la majorité républicaine et sociale pour l'émergence affirme ses armes. Nous avons vu, le président de la République a dit que c'est une concertation pour des élections apaisées. Donc nous allons dans un esprit patriotique. Nous voulons réellement voir d'abord l'intérêt du Gabon, l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire être là pour le Gabon, c'est Gabon d'abord. Nous allons dans cet esprit de Gabon d'abord. L'opposition gabonaise n'ira pas bras ballants à cette concertation nationale. Elle compte également jouer sa partition. C'est vrai qu'il faut que nous puissions assez rapidement nous retrouver pour savoir de quoi allons-nous parler. Je ne sais pas, vous qui êtes informés, le Conseil des ministres a fixé seulement la date, sans dire sur quoi allaient porter les négociations. Bon, donc nous allons nous concerter. Effectivement, faites bien de nous rappeler. Selon nos sources, une partie de l'opposition gabonaise n'envisage pas traiter des problèmes constitutionnels ou liés à la durée du mandat présidentiel. En collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, le cabinet Obama a officiellement lancé hier le programme Un élève, un acte de naissance, un étudiant, un passeport. Objectif, renforcer le sentiment d'appartenance à la patrie. Chimène Indon nous en fait l'écho. L'acte de naissance est un document d'état civil qui comporte plusieurs caractères, dont celui de la filiation. Cet acte d'état civil, lorsqu'il n'est pas authentique, est contesté par les autres administrations. Le cabinet Obama fait de son champ de bataille, notamment l'établissement d'actes de naissance authentiques, afin de permettre aux familles de retrouver leur citoyenneté. Au lycée Paul Indjendjengonju, la campagne a tous les signes de succès. Aucune citoyenneté ne peut se justifier si nous n'avons pas en notre possession le document, en réalité, qui fait de nous de vrais compatriotes. Et ce document est foncièrement l'acte de naissance. Le programme EPA va permettre effectivement à nos apprenants de participer aux examens en toute quiétude, avec le sentiment d'obtenir ce sésame qu'on appelle le passeport. Cet acte de solidarité vient alléger les difficultés auxquelles les parents ont été longtemps confrontés. C'est un acte social très important pour les parents, pour les apprenants, mais également pour le ministère de l'Éducation nationale. Ce programme louable reste apprécié par le proviseur du lycée Paul Indjendjengonju qui se réjouit du lancement du projet au sein de l'établissement dont il a la charge. Nombreux sont les apprenants qui, par manque de documents d'état civil, ne peuvent entreprendre les démarches relatives à la poursuite de leur cursus scolaire ou universitaire. Merci d'offrir à cette catégorie d'intervenants à venir de notre pays la possibilité d'entrer en possession de ce précieux sésame et par conséquent de retrouver honneur et dignité. Pour l'association des parents d'élèves, l'opération répond à un besoin de nombreux parents dont elle attend le succès. C'est l'occasion pour moi ici d'appeler mes chers frères et parents de s'inscrire dans ce programme-là. Parce que pour nous, parents d'élèves, c'est tout. En fait, on n'a rien à perdre, mais tout à gagner. Le cabinet Obama compte poursuivre le programme Un élève, un acte de naissance, un étudiant, un passeport à l'intérieur du pays. Un acte solidaire qui fait baisser le nombre d'enfants apatrides et qui gagnerait à être accompagné par les pouvoirs publics. La fondation Sylvia Bongo Ondimba a procédé hier à la remise d'un don d'une soixantaine de monoculaires pour l'association de lutte pour le bien-être des albinos, ALBAM, un outil indispensable d'apprentissage en milieu scolaire des personnes atteintes d'albinisme. C'est un reportage de Priska Mugula de la presse présidentielle. Voici le monoculaire. L'appareil vise à offrir une meilleure vision aux personnes ayant des troubles visuels, comme les personnes atteintes d'albinisme. La fondation Sylvia Bongo Ondimba vient donc, à travers cette dotation de 60 monoculaires, aider les adhérents de l'association ALBA à lire au loin grâce à cet outil, un dispositif utile dans le quotidien des albinos et qui vient booster leur performance scolaire. La mini longue vue, ça a changé ma scolarité. Je suis étudiante à l'université en département de sciences humaines.
J'ai fait toute ma scolarité pratiquement dans l'aveuglette. Donc, ce qui fait que je devais chaque fois me lever, prendre les cahiers des autres, pouvoir recopier et tout. Mais grâce à ça, je n'ai plus besoin de bouger. Je peux régler tout simplement l'appareil au niveau qui me permet de voir. Je suis élève de seconde au lycée Mbélé de Nzayon. J'ai beaucoup de mal à voir, même avec mes lunettes. Je suis tout le temps obligé de me lever pour aller voir les écrits du tableau un peu plus près. Donc avec ces monoculaires, j'espère vraiment ne plus me lever à gauche et à droite pour aller voir les écrits. Cette dotation a été revue à la hausse par rapport à l'année dernière au regard du nombre de personnes dans le besoin. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba opte pour l'intégration socio-économique des personnes vivant avec un handicap et s'implique davantage auprès des personnes atteintes d'albinisme. Cet outil de substitution qu'on appelle le monoculaire, c'est une mini longue vue, permet à l'enfant, depuis sa place en classe, de zoomer ce qui est au tableau et de pouvoir le lire depuis sa place. Quelle que soit la distance, l'enfant peut lire ce qui est écrit et continuer d'écrire. Et il y aurait souvent très difficile d'aborder les études scientifiques. Parce qu'avec les calculs, les mathématiques, il y a des signes, les plus, les moins et tout. Ce sont des choses qu'il ne peut pas voir comme ça, même avec des lunettes. Donc cet outil lui permet de voir et d'embrasser même les études scientifiques. La présidente de cette association très dynamique vient toujours vers la Fondation pour dire quels sont leurs besoins. Et la Fondation travaille en étroite collaboration avec cette association-là pour ne pas passer à côté de ce qu'il leur faut précisément. Les personnes atteintes de cette maladie héréditaire sont sujettes à des problèmes de vue que le port de lunettes ne peut résoudre. Cet outil technique de substitution va améliorer l'acuité visuelle et assurer ainsi à ces jeunes une meilleure intégration scolaire. À cette cérémonie de remise de dotation de monoculaire, l'association de lutte pour le bien-être des albinos a mis à disposition un espace ludique pour les enfants. La prorogation de la carte d'identité nationale a été évoquée lors du dernier Conseil de ministres. La question a fait l'objet d'un débat au cours de notre édition d'information de 13h. Les détails dans cet élément. Regardons. Je pense que l'État fait preuve de conscience. S'il faut peut-être paraphraser l'expression du ministre d'État en charge de l'Intérieur, le ministre d'État en charge de l'Intérieur parlait d'un partenariat avec une entreprise adjudicataire qui établissait ces cartes et qu'ils ont rompu le partenariat. Oui. Le partenariat n'est pas au Gabon et à l'extérieur. Bon, la décision gouvernementale, ce que moi je peux dire, ne doit pas rester juste par les lèvres. Il faut écrire aux banques, il faut notifier, parce que nous avons des problèmes. Si vous me donnez le chèque, monsieur, tout de suite, et que vous amenez cette pièce, vous aurez du mal à toucher cet argent. Parce qu'il faut notifier cette décision. Le fait que le gouvernement a dit, c'est bien, mais il faut traduire ça en acte en notifiant toutes les administrations, surtout les administrations bancaires. Moi, je ne peux pas parler de Monsieur Ngonga, permettez. Monsieur Ngonga, s'il vous plaît. Le gouvernement dit ceci. Nous sommes sur un projet de décret, d'accord, qui va proroger la validité de vos éléments périmés que vous avez maintenant. Jusqu'au mois de décembre 2023. Bon. Mais attention, au cours du deuxième trimestre de 2023, nous allons passer à la production. Ce n'est pas possible. Donc dans ce cas, ne prorogez rien du tout et passer directement à la production. Mais c'est pour permettre aux uns et aux autres qui connaissent déjà des difficultés. Ou bien vous voulez dire sans le dire qu'il s'agit des questions électorales, raison pour laquelle on a prorogé. Monsieur Yoba, vous m'enlevez les mots de la bouche. Ce n'est que pour des questions électorales que justement le gouvernement a pris la décision c'est-à-dire de proroger. C'est tout. Non, moi je ne pense pas que... Je suis pas d'accord. Je suis convaincu d'une chose. Et je sais comment ce pays fonctionne et ça a toujours fonctionné comme ça. Permettez, M. Makanga, allez-y, M. Ngonga. Oui, je ne parle pas d'aveu d'échec du gouvernement, non. Il faut partir d'abord de la lecture. Permettez, M. Il faut partir de la lecture gouvernementale. Le ministre d'État en charge de l'Intérieur avait été interpellé par la Cour constitutionnelle qui avait saisi ce dossier. Parmi les dossiers posés sur la table de la haute cour, il y avait le dossier de CGE,
il y avait le dossier des pièces d'identité nationales, il y avait le dossier de la révision des listes électorales. C'est un vieux dossier qui est déposé sur la table de la Cour constitutionnelle, saisi pas seulement par les acteurs politiques, on peut dire par une frange de la population qui avait saisi. Mais si vous allez à la direction, à une direction de la police judiciaire, au CEDOC, vous allez trouver les cartes nationales d'identité qui ont des macarons que les usagers n'aient pas retirés. Moi-même, j'ai été. En tant que journaliste, j'avais fait des investigations sur ce dossier-là. Il y a beaucoup d'usagers qui ne s'imprègnent pas parfois des informations. Au niveau de ces récépissés, la direction en question située au Lumi, c'est cette direction que si vous aviez ce récépissé, vous pouvez aller là-bas, renouveler, et votre récépissé peut être reçu par X ou Y institution. Maintenant, je reviens sur ce que le ministre, le ministre avait dit. Il y avait un partenariat entre l'État gabonais et une entreprise qui n'est pas basée à Libreville. Cette entreprise, c'est cette entreprise qui établissait. Mais malheureusement, ou bien heureusement, c'est une coïncidence entre l'année électorale et l'établissement des cartes nationales d'identité. Or, ça n'a rien à voir avec l'aveu. Alors que nous avons ces récépissés, les Gabonais circulent très tranquillement. Ce que je vous dis, même ce que je dis là pour toucher les banques, mais ils savent qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ont des problèmes de ces récépissés. Et puis cette prorogation de la validité de la carte d'identité nationale annoncée par le gouvernement ne fait pas l'unanimité auprès des populations. Les avis ont été recueillis par Jessica Ondjoa. Écoutons. Les cartes nationales d'identité délivrées entre les années 2011 et 2013, arrivées à expiration, bénéficient d'une prorogation de validité jusqu'au mois de décembre 2023. C'est ce qui en ressort du communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 1er décembre. Dans l'attente de la production de la nouvelle carte nationale d'identité électronique, en abrégé CNIE, prévue pour le compte du second trimestre cette année, les cartes nationales d'identité ainsi prorogées ont-elles cours légal et permettent d'accomplir tout acte utile de la vie courante, notamment les services bancaires, les démarches administratives, etc. Face à la problématique relative à l'établissement des cartes nationales d'identité, la décision prise par les membres du gouvernement ne fait pas l'unanimité. Moi, je trouve que c'est pas bien parce qu'il y a des personnes qui marchent avec des cartes expirées déjà depuis longtemps. Je pense sincèrement que les choses ne sont pas vraiment faites comme cela se doit. Et pour moi, je ne pense pas que c'est normal en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui profite à cette chose, mais il y a d'autres qui ne profitent pas. Un Gabonais, chez lui, est sans papier. Et aujourd'hui, on proroge ceux qui ont des cartes de 2011 à 2013. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça prouve que le Gabon est en difficulté. Il manque de personnes qui sont sages. La mienne, elle est périmée. Donc, et après, quand on arrive dans les banques, ils refusent des cartes périmées en fait. Ils ne comprennent pas que c'est compliqué pour faire des cartes. Et à certains endroits, même avec le récépissé, tu ne peux pas faire certaines transactions. Donc c'est vraiment compliqué. Tous récépissés des années énoncées ci-dessous sont valides dans l'attente de la production de nouvelles cartes nationales d'identité. Pour rappel, le présent décret est pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution. Et puis, lors du dernier Conseil des ministres, il a été annoncé des réformes au niveau de la HAIC, la Haute Autorité de la Communication, entre avantages, procédures et sanctions. La question a fait l'objet de débats entre Roland Diagou et ses invités à l'édition d'information de 13h. Regardons cet extrait. Je l'ai dit tantôt que les responsabilités sont partagées et à ce niveau, nous, les organisations, les responsables des médias, nous sommes plus que responsables. Nous sommes plus que responsables et nous le faisons. Vous savez, le monde de la presse connaît des problèmes. Et je pense que ce n'est pas en étudiant les nouvelles sanctions que nous allons les résoudre. Il y a des problèmes profonds que nous devons résoudre dans ce domaine-là. Dans ce domaine. J'ai entendu parler d'une école de communicateurs. Je ne sais pas à quel niveau elle se trouve. Et c'est comme un champ de maïs.
C'est comme un champ de maïs, quelqu'un se lève dès qu'il a des petites notions d'infographie, il crée son site, il pique des articles là, il colle là-bas et il anime son site. Il y a des mercenaires, on ne peut pas se le cacher. Mais pour résoudre ces problèmes-là, il faudrait que nous tous nous retrouvons autour d'une table. Je vous prends l'exemple de la carte de presse du ministère, instituée par le ministère, qui est officielle. Mais dans certains ministères, vous la présentez, vous vous dites, non, on ne la connaît pas. Elle n'est pas considérée même par le gouvernement. Et pourtant, c'est cette carte qui devrait faire la différence. Cette carte qui devrait faire la différence parce qu'il y a une commission qui siège. Mais si elle n'est pas considérée, qu'est-ce qu'on va considérer finalement? C'est ça. C'est pourquoi je dis que les responsabilités sont partagées. Nous reconnaissons que le milieu est défavorable actuellement à l'épanouissement de la presse. Parce qu'il y a des boulots d'étranglement. Je ne parlerai pas de la subvention qui est passée de 500 millions à 120. Donc il y a des problèmes que nous devons résoudre, il y a des problèmes sur lesquels nous devons nous pencher. La HAC a son rôle à jouer. Le ministère de la Communication a son rôle à jouer, mais nous, les acteurs, nous avons la plus grosse part de responsabilité dans cette affaire. L'actualité hors de nos frontières à présent, pas moins d'1 million de personnes ont assisté en République démocratique du Congo la première prière du pape François qui a eu lieu sur le terrain de l'aéroport de Ndolo. Il a ensuite rencontré les clergés du pays et les victimes du massacre suite à la crise qui prévaut au nord Kivu. Des précisions dans ce récit de Sidel Animal. Le pape François a été accueilli dans une ambiance exaltée ce jeudi matin au Stade des Martyrs à Kinshasa par des dizaines de milliers de jeunes dans l'espoir d'un message de paix au 3e jour de sa visite en République démocratique du Congo. Le chef spirituel de l'Église catholique est arrivé à bord de sa papa mobile en saluant et bénissant la foule qui l'a acclamé avec des chants et des cris. Les portes de cette enceinte sportive de 80 000 places ont ouvert dès 3 heures du matin et beaucoup de jeunes attendaient un message de réconciliation au moment où les conflits, le chômage et les luttes de pouvoir assombrissent l'avenir du pays. Cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser, a lancé le pape dans un discours en italien prononcé devant les autorités et le corps diplomatique au palais présidentiel. Ces mots ont été applaudis, résonnant particulièrement en RDC, pays au sous-sol d'une immense richesse et à la terre fertile, dont les 2/3 des quelques 100 millions d'habitants ne profitent pas financièrement. Mercredi, au 2e jour de sa visite dans le pays, il a entendu les souffrances atroces de 4 victimes dans des témoignages sans filtre décrivant des massacres perpétrés dans l'est du pays par des groupes armés. J'avais alors 16 ans. J'ai été retenue comme esclave sexuelle et j'ai subi des maltraitances pendant 3 mois. Chaque jour, c'est 5 à 10 hommes qui abusaient de chacune de nous. Ils nous faisaient manger la pâte de maïs et la viande de chair des hommes tués. Nous voulons que le mal perpétré en Ituri s'arrête, qu'il soit puni et réparé. Nous voulons vivre en toute dignité des fils et filles de Dieu. Le pape devait initialement se rendre à Goma, dans le nord Kivu, province congolaise frontalière du Rwanda en proie à de nombreuses tueries et à la résurgence du groupe armé M23 qui a conquis au cours des derniers mois de vastes pans de territoire. Mais cette étape qui figurait dans le voyage prévu en juillet 2022, puis reportée, a finalement été supprimée en raison des risques pour sa sécurité. Il s'agit du 5e voyage sur le continent du pape François depuis son élection en 2013. Après Kinshasa, il rejoindra vendredi Djouba, capitale du Soudan du Sud, plus jeune État du monde. Et puis, après l'étape de la République démocratique du Congo, le pape François est arrivé cet après-midi au Sud-Soudan afin de promouvoir la paix et la réconciliation dans ce jeune pays du monde déchiré par la guerre civile et une crise économique. Retrouvons une fois de plus Sidel Animal. Le pape François a quitté ce matin la République démocratique du Congo suite à une visite de 4 jours dans ce pays en proie dans l'Est à une offensive armée de groupes rebelles. Après un vol de 6h50, il est arrivé à Djouba, la capitale sud-soudanaise. Ce pèlerinage de paix est la toute première visite d'un souverain pontife au Soudan du Sud, depuis que la nation à prédominance chrétienne a obtenu son indépendance du Soudan, à majorité musulmane en 2011, après des décennies de conflits.
À cette occasion, une soixantaine de pèlerins sud-soudanais sont arrivés en périphérie de la capitale Juba, après avoir marché plus de 400 km depuis la ville de Rumbek, dans le centre du pays, pour assister à la messe du pape François à l'occasion de sa visite dans le pays. Nous combinons les deux aspects. Nous marchons vraiment pour la nation et nous marchons aussi pour nous rencontrer avec Dieu, avec le Christ. Lors de cet événement spécial, le pape et d'autres chefs religieux viendront visiter ce pays. En chemin, je pense que nous n'avons pas rencontré beaucoup de difficultés, juste la fatigue de la marche, mais nous nous sommes sentis soutenus par tant de personnes. En passant par les villages, il y avait tous les gens qui nous encourageaient, vraiment dans cette aventure. En tant que missionnaires, nous avons connu beaucoup d'effusions de sang dans cette région. Nous avons donc décidé, avec la venue de notre pape, de visiter plus particulièrement le Soudan du Sud. C'est l'occasion pour nous de venir l'accueillir, car il vient pour la paix et la réconciliation. La guerre civile qui a fait rage dans le pays entre 2013 et 2018 a fait 380 000 morts et des millions de déplacés, malgré un cessez-le-feu et un accord de partage du pouvoir depuis février 2020 entre les deux principales factions. L'insécurité et les affrontements armés se poursuivent dans certaines régions. À cela viennent s'ajouter les conflits intercommunautaires qui ont fait des dizaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés et une crise économique de plus en plus importante. Jeudi, la veille de l'arrivée du souverain pontife, au moins 21 personnes ont été tuées lors d'une attaque. Les éleveurs armés ont ouvert le feu sur des civils dans le sud du pays. Le pape et ses accompagnateurs religieux vont tenter de promouvoir la réconciliation et le pardon dans le pays. Le Premier ministre burkinabé a proposé la création d'une fédération entre son pays et le Mali, tous deux confrontés à la violence djihadiste et dirigés par des militaires au pouvoir qui ont exigé le départ des soldats français de leur territoire. Sidé Laniman. Le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, en visite au Mali voisin cette semaine, a suggéré la création d'une fédération entre son pays et le Mali. Nous avons interpellé M. Ibrahim Cissé, un Malien, a fait le trajet à pied de Bamako jusqu'à Ouagadougou pour venir nous présenter les drapeaux maliens et burkinabés et nous appeler à la fédération. Ça m'a mal. Alors je dis à mon président, moi je vais aller là-bas. Donc il est venu avec nous depuis Ouagadougou. Nous l'avons ramené ici pour montrer que nous sommes fiers de l'acte qu'il a posé et que nous n'allons pas laisser son acte là sans suite. Et donc je vais discuter avec M. Bokala, M. Diop, qui sont des panafricanistes convaincus. Les deux États sont confrontés aux mêmes réalités. Les colonels qui ont pris la tête du Mali par la force en 2020 se sont détournés de la France et ses partenaires et tournés vers la Russie. Ils ont fait appel au groupe paramilitaire privé russe Wagner, régulièrement accusé d'exactions selon les Occidentaux et un certain nombre d'organisations. La junte dément et parle de coopération militaire d'État à État avec la Russie. Aucune réaction officielle n'a été rapportée du côté des autorités maliennes à l'idée d'une fédération. Le Premier ministre Choguel Kogala Maïga a cependant encouragé son homologue burkinabé à suivre l'exemple malien lors d'un dîner mardi soir. Nous sommes prêts à partager notre expérience, nos idées et nous enrichir des idées et des expériences des autres, surtout de nos frères avec lesquels on a le même objectif. Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans la spirale de la violence djihadiste apparue au Mali quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de ses frontières. Le nouveau pouvoir issu du dernier coup d'État du 30 septembre 2022, mené par le capitaine Ibrahim Traoré, vient de demander le départ de 400 soldats français des forces spéciales de l'opération Sabre, basées à Ouagadougou. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir regardés. Je vous retrouve lundi. S'il plaît à Dieu, bonne suite de programme sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.